Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Hier à l'aube, Moscou a à nouveau été le théâtre d'une attaque inédite au drone. La plupart des engins ont été abattus au-dessus de la capitale russe. Ce n'est pas la première fois que Moscou est prise pour cible. Un raid similaire avait été signalé début mai par les autorités russes. Avec ce genre d'attaque, il semble que la capitale Moscou n'est plus à l'abri de cette guerre en Ukraine. On va en parler dans un instant avec nos invités. Restez avec nous. Une attaque au drone sur Moscou pour les autorités russes, eh bien, il s'agit bien entendu d'un acte terroriste dans un contexte de conflit qui perdure et qui semble même s'intensifier. Faut-il s'attendre à une multiplication de ce genre de frappes? La question sera posée à mes invités. Pascal Lepautrema, géopolitologue, maître de conférence à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest en France. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci à vous. Tawfiq Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire, est également notre invité. Bonsoir Tawfiq Hamel. Bonsoir. Et Gamal Abina, analyste spécialiste des questions internationales, est également avec nous dans l'échiquier international. Merci Gamal de répondre présent. Je vous en prie, merci à vous. Alors, je le disais, une attaque sur Moscou, des drones qui s'abattent sur des immeubles d'habitation, c'est un fait inédit. Comment l'interpréter, Pascal Lepautrema? Qu'est-ce que cela signifie? Disons qu'on a le sentiment, si vous voulez, que les Ukrainiens essaient de garder l'initiative, de prendre l'initiative, de créer une dynamique un peu choc et stupeur, en somme une action psychologique principalement, parce que effectivement les experts militaires en conviennent, la portée tactique de ce type d'attaque de drone est quand même très limitée, oui. Mais ça touche quand même à un quartier hautement résidentiel de Moscou, tout le monde le sait, et évidemment ça donne le sentiment aussi que le système de défense antiaérienne de la capitale n'est pas au point. Très bien. Kiev a justement démenti toute implication dans cette attaque, Gamal Abina. Quel est votre ressenti en voyant justement la capitale Moscou, qui a, depuis le début du conflit, a été donc épargnée du conflit ou de cette guerre en Ukraine? On la voit aujourd'hui sous des raids de drones. Moi, je suis très surpris des capacités de faire des raids de drones de la part des Ukrainiens, parce qu'il y a quand même 862 km qui séparent Kiev de Moscou. Donc sur le plan géographique, c'est quand même très difficile de parcourir une telle distance. Donc il est peu probable que ça parte d'Ukraine, mais que ça peut venir d'éléments internes à la Russie, d'Ukrainiens sur place, quoi, qui font des attaques avec des moyens très limités finalement. Les dégâts matériels sont marginaux. Mais ce qui surprend le plus, c'est l'idée de se dire qu'ils essaieraient ou ils essaient d'attaquer Moscou comme une sorte d'électrochoc pour dire vous n'êtes pas à l'abri non plus des bombardements, sachant que sur le plan tactique, ça vient d'être dit, c'est marginal, c'est quelques petits immeubles résidentiels, que ça n'impacte absolument pas la volonté des Russes, bien au contraire, ça va les raffermir. Et je comprends que Kiev refuse d'endosser cette responsabilité. C'est possible que ça vienne pas d'eux d'ailleurs, mais parce que déjà tactiquement c'était pas intéressant, politiquement c'est compliqué à gérer, ils se retrouvent à attaquer aussi des civils, et puis en même temps de se dire que finalement ces attaques c'est des coups d'épée dans l'eau. Est-ce que c'est la contre-offensive dont on parle depuis des mois qui n'arrive pas? Est-ce qu'ils essaient de caractériser une sorte de nouvelle attaque tous azimuts? J'ai du mal à y croire, mais c'est pas la première attaque qu'on a observée sur Moscou, puisqu'il y avait déjà eu le Kremlin, on voit les images d'ailleurs, il y a un temps où un petit drone avait attaqué symboliquement encore une fois le Kremlin, mais ça ne donne pas grand-chose sur le plan militaire. Le Kremlin avait à l'époque accusé Washington d'être derrière l'attaque au début de mai. Tawfiq Hamel, qu'en pensez-vous sur cette attaque, bien que, donc, on le disait, Kiev a démenti être derrière ce raid ou cette attaque de drone? Comment vous voyez les choses, vous, de votre côté? Les Américains ont toujours affirmé qu'ils ne céderont jamais l'Ukraine d'attaquer les territoires russes. Par contre, elles vont fournir suffisamment d'aide pour que les Ukrainiens puissent en tout cas reprendre la souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. À partir de là, les Ukrainiens ne peuvent que nier toute responsabilité dans ces attaques sur le territoire russe.
même si la dernière déclaration de l'Allemagne a dit clairement que ces attaques sur le territoire russe sont conformes au droit international. Ensuite, quand on revient à ces attaques, il faut garder à l'esprit que la guerre peut être traitée de ce trois prismes. Comme une activité physique, comme une activité cognitive et comme une activité psychologique. Dans le sens où, actuellement, dans les guerres modernes, la cible principale, c'est la population. Ça veut dire que créer, soit démoraliser la population. Et dans ce type d'attaque de drones, même si leur portée, leur ampleur n'est pas importante, mais ça pourrait avoir un effet psychologique sur la population russe. Oui. Toutefois, l'inconvénient, ça peut, la dernière déclaration du président russe a dit clairement que qu'on n'est pas encore passé aux choses sérieuses. Ça veut dire qu'il y a un risque que la guerre prend une ampleur beaucoup plus importante et beaucoup plus destructrice. Et un troisième élément pour en finir, je peux dire, on peut supposer que l'un des objectifs de ces attaques, c'est de pousser les Russes à déployer certaines de leurs forces qui sont déjà déployées sur le territoire ukrainien, les déployer sur le territoire russe pour justement protéger leurs frontières. Ça va être une façon un peu de faire baisser la pression sur les soldats ukrainiens qui sont dans l'est de l'Ukraine. Alors, selon Moscou, Kiev aurait justement riposté à une attaque russe sur le QG des services de renseignement ukrainiens. Pascal Le Potrema, selon vous, est-ce qu'on a passé un cap avec cette attaque justement contre Moscou, et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres attaques similaires puissent être effectuées? Oui, assurément, parce que là, on le voit. C'est une guerre qui repose, donc on le sait, sur des drones, donc des systèmes de technologie, d'intelligence artificielle, robotisation, de la létalité. Mais très clairement, tout le monde en conviendra, alors, ici, il s'agit bien d'assister sur les processus d'opération commando. On a des équipes qui sont infiltrées, qui font du renseignement, à la fois des Ukrainiens vis-à-vis du dispositif russe, mais des Russes aussi vis-à-vis des positions et du dispositif ukrainien. Vous voyez, donc, bien entendu, on le sait, on l'a dit, les drones qui ont frappé Moscou sont des drones qui sont de portée de quelques kilomètres, avec des charges explosives de quelques dizaines de kilos, mais en tout cas, que ce soit des petits drones, que ce soit des drones, je dirais, de dimension plus conséquente, des systèmes missiliers, derrière tout ça, on a toujours des acteurs liés au renseignement. Et en matière d'escalade, de rapport de force, oui, inévitablement, on va aller crescendo. Et encore toujours avec un socle commun, c'est l'intelligence artificielle, la létalité avec des vecteurs gérés par des téléopérateurs qui sont à distance plus ou moins variable. Mais encore une fois, avec, je dirais, un choc psychologique qui sera partagé. Parce que des deux côtés, Pascal Le Potrema. Oui. Tout à fait. Les populations, directement, indirectement, vont constater cela, observer cela. Et effectivement, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est comment réagira notamment le peuple russe, voyant que le territoire n'est pas à l'abri, je dirais, de l'écho de la guerre et d'un rayonnement conséquent. Est-ce qu'ils se fédéreront autour du chef d'État, chef de guerre Vladimir Poutine, ou à l'inverse demanderont à ce qu'on arrête entre guillemets les frais et qu'on incite le pouvoir exécutif à négocier? Ce sont des hypothèses, bien entendu, pour l'instant, on anticipe un peu. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du président russe Vladimir Poutine, qui a bien entendu dénoncé un acte terroriste. Il a également parlé de l'importance de renforcer le système de défense anti-aérien, mais il a surtout évoqué cette notion de provocation. Les citoyens ukrainiens doivent savoir ce vers quoi leurs dirigeants les mènent aujourd'hui, a dit donc Vladimir Poutine. Je vous propose justement de suivre sa réaction. Ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que ces tentatives de susciter une réponse de la Russie, c'est-à-dire qui nous incite à lancer des mesures de représailles. Mais les citoyens ukrainiens qui, évidemment, n'ont pas leur mot à dire dans ce régime de Kiev, doivent savoir à quoi leurs dirigeants les mènent.
Il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres aspects, comme ces atteintes au fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhia et les risques autour. Gamal Abina, votre avis sur cette réaction, sur cette notion de provocation dont parle le président Vladimir Poutine, le président russe Vladimir Poutine, où va nous mener justement la situation actuelle ? Moi, je pense que, pour répondre à ce qu'il vient de dire à l'instant, justement, les chefs de guerre en général sont toujours très soutenus par la population. Ça ne fera pas beaucoup de différence, ces attaques de drones, si ce n'est que de raffermir ce soutien. On n'a jamais vu un chef de guerre abandonné par sa population en temps de guerre, ça n'existe pas. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que lorsque Poutine dit que les Ukrainiens devraient faire attention à leurs dirigeants parce que ça va les mener vers autre chose, il fait référence à des mesures de représailles militaires civiles, cette fois-ci, qui frapperaient les villes si jamais il y avait d'autres attaques. Mais là où on doit être interrogé par rapport à ces questions, c'est ces fameux drones, ces guerres nouvelle génération. On a parlé d'intelligence artificielle, c'est vrai, parce qu'on vient de voir qu'il y a eu des drones marins qui ont attaqué la flotte russe du côté de la Crimée, pas loin d'ailleurs de la Turquie pour être très précis. On vient de voir, on observe des drones qui attaquent à Moscou, mais pas seulement, de l'autre côté de la frontière aussi, du côté de l'Ukraine. On se rend bien compte que ces guerres de drones qui ont été initiées d'ailleurs, rappelons-le quand même, par les États-Unis lorsqu'ils attaquaient dans les régions de Peshawar ou dans le Pakistan ou l'Afghanistan, lorsqu'ils attaquaient pour tuer ce qu'ils appelaient éliminer les terroristes, ils utilisaient aussi des drones armés aériens et ils tapaient de très loin. Et c'est vrai que la guerre nouvelle génération, c'est une guerre qui se fera de moins en moins avec des hommes, mais qui tuera de plus en plus de civils. Et c'est ça qu'on doit craindre aujourd'hui, parce que là, la frappe de ces drones s'est faite sur les immeubles de civils. En Ukraine, c'est pareil. Malheureusement, il y a beaucoup de civils qui meurent. Et ces drones armés, on l'a vu avec les drones turcs, par exemple, qui ont fait beaucoup de dégâts contre l'armée russe au début de la guerre, eh bien, ils étaient au nombre de 80 d'ailleurs, ont eu des résultats assez édifiants. On l'a vu aussi en Éthiopie. Ce sont les drones qui ont fait remporter les victoires à Abiy Ahmed. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de savoir quelles seront les nouvelles guerres, les guerres nouvelle génération avec cette intelligence artificielle qui prend de plus en plus dessus. On se rend dans Terminator pour le coup, et surtout ces drones qui sont de plus en plus tueurs et sont de moins en moins tuent de moins en moins de soldats de la partie offensive. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant de voir qu'on change de paradigme. Il n'y a plus de combat direct, c'est des combats indirects. Et c'est toujours les mêmes qui payent, malheureusement, c'est les civils. Mais c'est vrai que ces drones sont de plus en plus d'actualité et ne feront que pousser certains États à être de plus en plus vite en guerre par rapport à ces moyens d'attaque qui ne nécessitent pas de soldats, finalement. Tawfiq Hamel, votre point de vue, Moscou d'ailleurs qui ne cesse de reprocher aux Occidentaux leur soutien aux Ukrainiens qui commettent justement, qui sont derrière ces actes irresponsables selon Moscou. À ce jour, depuis le début de cette guerre, la Russie, en tout cas, a toujours montré une certaine détermination d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de ces objectifs qui ont été annoncés initialement, même si le discours russe de la victoire a été ajusté et ces objectifs ont été ajustés. Oui. Mais souvent, à chaque fois qu'il y a des attaques ukrainiennes importantes, la Russie a toujours réagi de façon, en tout cas, de façon beaucoup plus importante qu'avant. Il y a de fortes possibilités que la Russie va certainement intensifier ses opérations, ses actions en Ukraine, probablement en se servant plus ce qu'on appelle la guerre à distance, soit l'utilisation de drones et de missiles. Après, si on revient sur la question des drones, actuellement, malgré les investissements qui ont été réalisés par les différents États en matière de défense antimissile, aucun système antimissile n'est vraiment capable de nous protéger de tous les drones. Il y aura toujours quelques drones qui pourront échapper à un système antimissile, soit parce qu'il est saturé, soit il y a des pannes. Mais ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que quand on regarde depuis les années 90, la majorité des pays occidentaux, même la Russie, ont investi dans des systèmes d'armement très coûteux. Oui. On a commencé à parler de la robotisation de la guerre. On a investi dans des systèmes, des super systèmes très coûteux. Mais finalement, là, on se rend compte que finalement, on peut se servir juste de drones avec 30 000 roubles. Et il suffit juste d'espérer que quelques drones puissent atteindre leur cible et ça crée un effet très important. Et le problème qui se pose, c'est qu'avec les systèmes qui ont été développés et qui sont très coûteux, c'est qu'à long terme, ont un impact très important en termes économiques. Pour l'instant, les deux pays, la Russie est capable de soutenir économiquement cette guerre. Et c'est la même question qui se pose pour les pays occidentaux. Jusqu'à maintenant, elles arrivent à apporter un soutien pour l'Ukraine, mais
pour l'Ukraine, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point vont-ils soutenir l'Ukraine, sachant que les armes qui ont été fournies à la Russie, sont des armes qui coûtent beaucoup pour les pays occidentaux. Et il y a ce problème, c'est que comment être efficace sur le terrain, sur le champ de bataille, et en même temps, il faut être capable de soutenir le conflit à long terme. Et lorsqu'on fait appel à des systèmes de défense, des systèmes d'armement très très coûteux, cela rend la guerre beaucoup plus difficile à soutenir à long terme. Taoufik Hamel vient de le dire, donc la Russie peut jusqu'à présent financer sa guerre en Ukraine. Qu'en est-il pour les Occidentaux, Pascal Le Potremat? Alors là, c'est très difficile de trancher, de vous donner une approche chiffrée, mais assurément, il y a une volonté collective, je dirais, de nourrir, d'apporter des éléments, des systèmes d'armes, donc au profit de l'armée ukrainienne, de former des pilotes, on le sait, mais là aussi, on est confronté à de la communication politique, puisque beaucoup des responsables des pouvoirs exécutifs occidentaux laissent entendre que les formations de pilotes vont se faire instantanément, mais en fait, il faut entre 3-6 mois minimum, et voire même pratiquement un an et demi pour véritablement être opérationnel. Certains disent même 3 ans. C'est un petit peu l'histoire des livraisons d'armes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, immanquablement, le fameux complexe militaro-industriel, pour le schématiser, avec le vocable anglo-saxon, notamment américain, on le connaît, il est extrêmement puissant, donc il répond présent. Il y a eu un moment, d'ailleurs, les carnets de commandes étaient pleins, donc ils ont eu du mal à suivre, mais tout ça va se lisser, ils en sont ravis. Ce sont bien les seuls qui, encore une fois, peuvent se satisfaire de ces situations de guerre. Mais donc ça, malheureusement, j'ai envie de vous dire, il y aura toujours un système de fourniture d'armes. Par contre, et je reviens sur cet élément qui faisait qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec M. Abina, si je prononce bien son nom, la variable d'ajustement, c'est pas des moindres, c'est l'être humain. Est-ce que les Russes seront prêts, eux aussi, à s'engager dans la durée, parce que là, encore une fois, insistons, on le dit ici ou là, vous et moi, depuis des mois, cette guerre va durer. Donc est-ce que les êtres humains, est-ce que les Russes seront prêts à poursuivre l'effort, parce qu'on sait que les pertes sont considérables, les Ukrainiens ont été étrillés, les meilleures unités ont été décimées. Est-ce que les peuples respectifs de ces deux pays sont prêts à s'inscrire dans la durée? Grande question. Gamal Abina, vous pouvez répondre, donc la parole est à vous. Rappelons que l'objectif des Occidentaux au préalable était d'affaiblir la Russie dans cette guerre. C'est un échec total au niveau économique. On voit bien que les Russes se sont repositionnés à l'Est, que leur économie fonctionne parfaitement, qu'ils ont une croissance inattendue. On pensait qu'il y aurait une récession, ce n'est pas le cas, qu'ils ont un commerce extérieur qui est florissant, 10e puissance à l'export mondial. Et pour répondre à la question qui a été évoquée, oui, les Russes ont la vie dure, on les connaît pour ce qu'ils sont. Ils sont pris les nazis dans la figure, ça a été très dur au début. À Barbarossa, le 22 juin, ça a été 3 millions de Russes soldats prisonniers, ça a été 600 morts par semaine, et pour autant, 4 ans plus tard, ils sont à Berlin. C'est-à-dire que les Russes, non seulement ont la vie dure, mais on ne leur pose pas la question en vérité. Moi, là, j'aimerais que les peuples, effectivement, puissent s'exprimer, et je pense qu'il n'y a aucun peuple qui veut la guerre, tout le monde est d'accord là-dessus, même autour de ce plateau. Mais les dirigeants qui sont intéressés pour des raisons X ou Y, soit de prestige, d'intérêt financier, de système, effectivement, militaro-industriel pour les Américains, eh bien, ces dirigeants n'ont aucun intérêt à arrêter une guerre, tant que ça leur profite. La Russie en a tiré un avantage, puisque la dédollarisation, qui est un des objectifs, la dénazification, puisqu'il y avait des néo-nazis en Ukraine qui sont quasiment tous liquidés, et la démilitarisation de l'Ukraine, c'est des objectifs que les Russes veulent maintenir, mais pas seulement. Ils veulent effectivement faire main basse sur 20% du territoire et contrôler effectivement la Crimée de façon définitive. Donc tous ces éléments font que les dirigeants russes n'ont absolument aucun intérêt à s'arrêter et qui en plus ils n'ont aucune raison de s'arrêter, puisqu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise du côté occidental, pour le moment la victoire est russe, qu'on le veuille ou non. Les Russes tiennent bien le territoire qu'ils ont occupé et ils l'occuperont jusqu'au bout. Et à côté de ça, on a effectivement des Ukrainiens qui ont été violemment frappés, c'est vrai, ça a été dit, qu'on alimente en armes, mais pas seulement, on alimente l'Ukraine en dette, on surendette un pays, ils en ont pour 80 ans de dette au moins, ils pourront peut-être pas y faire face à une guerre parfaitement inutile et perdue d'avance, dont on sait que les rapports de force, il faut le rappeler, c'est le Global Firepower qui le dit très bien. L'Ukraine, avant la guerre, c'était 28e puissance mondiale. La Russie,
avant la guerre, c'était la première ou seconde en conventionnel, eh bien, cette Russie surpuissante, quand on sait que les 3 premières puissances militaires sont énormément supérieures à la 4e, ça vous donne un peu une idée de ce que peut être la 27e puissance ukrainienne. Donc on peut en faire ce qu'on voudra, l'Ukraine malheureusement va souffrir longtemps de cette guerre, et ce ne sont pas les Russes qui vont se lasser. Parce que les Russes, de toute façon, on leur posera pas la question, ils iront jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, ils sont en plus frappés dans leur cœur, et que dans l'inconscient collectif russe, on se souvient que les nazis étaient à 30 km de Moscou. C'est la première fois que Moscou est vraiment frappé, même si c'est très symbolique, mais c'est très mal vécu par les Russes et il y a un mouvement ultranationaliste en Russie qui ne baissera pas la garde. Donc je pense que réellement aujourd'hui, la question de savoir si la guerre va durer, c'est probable, sauf peut-être une médiation internationale inattendue, mais une chose est certaine aujourd'hui, c'est que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et que malheureusement, c'est des morts inutiles qui sont en train de s'engranger au fur et à mesure, jour après jour, mois après mois, et que c'est une véritable hécatombe qu'on a pu éviter au départ. Alors on l'a compris à travers cet échange entre Gamal Abina et Pascal Le Potremat, les objectifs de ce conflit dépassent clairement les objectifs d'une guerre, d'une simple guerre sur le terrain. Tawfiq Hamel, qu'en pensez-vous? Effectivement. Il faut voir la doctrine russe distingue entre 3 conflits. Conflit local, comme le cas de la Tchétchénie, ensuite conflit régional et ce qu'on appelle le conflit à grande échelle. Dans le cas de l'Ukraine, est considéré initialement comme un conflit régional. Dans le but, initialement, c'était de renverser le régime du Kiev et de mettre un régime pro-russe à la place. Au début. Ça, c'était au début. Ensuite, oui. la Russie a ajusté son discours politique et a ajusté même ses objectifs. Et il faut garder à l'esprit que l'armée russe a pu retenir certaines leçons et a pu récupérer. Et actuellement, en fait, si on regarde la guerre, fondamentalement, la nature de la guerre n'a pas changé. C'est toujours l'objectif de la guerre est toujours d'imposer sa volonté à l'autre. Mais le caractère de la guerre a changé. Parmi ces changements, c'est l'avantage actuellement est détenu par la défense, c'est-à-dire l'État qui est sur la défense. Oui. Et actuellement, on voit que la Russie a un avantage dans le sens que c'est les Ukrainiens qui doivent récupérer leur territoire, certes, pour que la Russie puisse envahir et récupérer certains territoires. Cela leur a coûté beaucoup en termes économiques et humains. Sauf que actuellement, c'est aux Ukrainiens de récupérer ces territoires. Ça veut dire que la Russie va se retrouver sur une posture défensive. C'est ce qu'elle est en train d'adopter actuellement comme posture. Tout en essayant d'épuiser les forces ukrainiennes à travers des frappes de drones, des missiles, pour faire en sorte que l'armée ukrainienne ne puisse pas se réorganiser et mener une attaque de grande ampleur. Oui. Très bien. Donc, on a franchi clairement une étape dans ce conflit, Pascal Le Potremat. Dans la situation actuelle, on l'a vu avec la prise de Bakhmout, avec ces attaques qui se multiplient en Ukraine, mais également en Russie. Oui, et c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Monsieur Abina à l'instant. Quand on pense à la posture qu'a pu avoir et a toujours Monsieur Prigojine, le patron du groupe de la société militaire privée Wagner, on le voit bien, qui n'hésite pas à insulter un certain nombre de décideurs de l'establishment militaire du pouvoir exécutif. Il y a cette volonté de se battre. Et effectivement, il y a des liens avec les mouvements nationalistes qui aspirent à préserver la protection nationale et puis, coûte que coûte, à garder une assise dans le Donbass. Mais encore une fois, il y a l'inconnu, c'est-à-dire une partie de la population qui se dit « mais où va-t-on » Parce que oui, madame, je pense qu'effectivement, tout le monde en conviendra, jour après jour, on franchit un cap et qui va en fait en crescendo. Donc en somme, c'est pas rassurant du tout. Cela n'a pas impacté l'avancée de la Russie, Monsieur Le Potremat. Alors, ce que vous venez donc de décrire. C'est un petit peu difficile d'avoir un regard très précis sur les déploiements de force entre le premier, deuxième, troisième échelon, les moyens logistiques.
apparemment, si je recoupe les informations que je réussis à obtenir ici ou là, il grignote peu à peu quelques petits espaces, mais c'est une avancée extrêmement fragile. Et parce qu'en face, il y a quand même aussi un certain nombre de vecteurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que ce soit des moyens aériens, terrestres, etc., des moyens de renseignement aussi occidentaux. Donc, en somme, on a le sentiment que l'armée russe est en train de se réorganiser, de se restructurer. Oui. Et puis, il faut savoir aussi que... Contrairement à ce qu'on dit dans certains observateurs du conflit, et notamment du côté occidental. Merci Pascal Lepotremat pour cet éclairage. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci également à Gamal Abdina et Tawfiq Hamel pour leur contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Nous continuerons de toute façon de suivre les développements de ce conflit en Ukraine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.